Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il y a 5 ans à peine, Jean Rouxel présentait ici sa leçon inaugurale dans le cadre de la chaire de chimie des solides. Nous étions particulièrement heureux que l'un d'entre nous ait été distingué par les collègues du Collège de France. La tradition veut que les chaires ne soient pas héréditaires, et cela faisait plus de 70 ans qu'il n'y avait pas eu de chimie minérale au Collège de France avant que Jean Rouxel occupe cette chaire. La nomination de Jean consacrait le renouveau de la chimie du solide et récompensait celui qui en fut incontestablement l'un des maîtres. Il a été notre ambassadeur dans le monde, il a ouvert des horizons scientifiques insoupçonnés, citons la chimie d'intercalation, les structures non commensurables, la chimie le rôle des antiliaisons dans la chimie, et c'est avec lui que j'ai vécu l'expérience de la chimie douce. D'autant plus que Jean Rouxel était un ami très cher, et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est tout d'abord en pensant à lui que je vais présenter cette leçon inaugurale. Les matériaux ont tout le temps conditionné l'évolution de l'humanité, depuis l'âge de la pierre jusqu'à l'âge du fer. Et comme le soulignait Jean Rouxel, c'est sans doute le geste du potier qui exprime le mieux la continuité qu'il y a entre notre discipline et un passé qui est plurimillénaire. La phrase que citait Jean Rouxel à l'époque était « En donnant forme à sa pâte et en la cuisant, le potier pratique une chimie du solide très complexe qui transforme l'argile en un objet doué de propriétés d'usage. » En fait, derrière ce geste très simple du potier, effectivement se cachent les actes essentiels de la chimie du solide. Actes essentiels qui sont de transformer la matière et ensuite de lui donner une forme de façon qu'elle puisse devenir, selon l'expression de Robert Collongue, un solide utile, c'est-à-dire un matériau. Alors si on regarde la chimie du solide qui se cache derrière le geste du potier, la première chose est de prendre de l'argile. L'argile est un matériau lamellaire. Il est constitué de feuillets qui peuvent glisser les uns sur les autres. Et en mettant de l'eau, il y a simplement intercalation des molécules d'eau entre ces feuillets qui se mettent à glisser, qui donnent une pâte, ce qui fait que le potier va pouvoir mettre en forme son objet avec le tour. Ensuite, il va le cuire, on parlait du cru et du cuit, il va le cuire et à ce moment-là vont se faire des transformations cristallochimiques importantes, en particulier l'ammomo-ionite, par exemple, constituant essentiel de l'argile, va se transformer en mulite, voire va donner de la cristobalite et des choses comme ça. Et ensuite, les grains de poudre qui constituent l'argile une fois que l'eau est partie vont se grossir et vont se souder par frittage pour donner enfin un objet qui est dur. Et donc vous voyez que l'on a une poterie ici, et vous voyez que sur cette poterie, il y a des dessins. Les dessins font appel à un autre type encore de chimie. Pour que la poterie soit moins poreuse et pour qu'elle soit plus belle, on met dessus un enduit qui est formé d'argile auquel on mélange une terre ocre que vous connaissez tous, qui est la goethite, qui est un hydroxyde de fer. Et en chauffant, cet hydroxyde de fer va perdre son eau pour donner un oxyde de fer qui est rouge. Et selon la température à laquelle on va chauffer, eh bien on va obtenir quelque chose qui va aller de l'ocre jusqu'au rouge. On peut même, si on chauffe en atmosphère réductrice, obtenir de la magnétite, de l'oxyde de fer Fe3O4, qui est noir. Et donc on peut obtenir des teintes allant jusqu'au noir. Et c'est grâce à la maîtrise du feu que les Grecs réussissaient à faire les poteries telles que celles que l'on a ici. Ils avaient trouvé des moyens de changer l'atmosphère d'un four de réductrice à oxydante très rapidement, de façon justement à pouvoir obtenir ces colorations. Alors, il faut bien dire qu'à l'époque des premiers potiers, il y a plusieurs millénaires, on était loin de savoir tout ce que je viens de raconter. Tout ce qu'on pouvait représenter, c'était selon les philosophes grecs, avec les 4 éléments d'Empédocle, le feu, l'eau, la terre et l'air. Tout ce qu'on pouvait dire, en gros, c'était qu'en mélangeant de la terre et de l'eau, on faisait une pâte, et puis en faisant agir un 3e élément, le feu, on faisait la poterie. Et pendant très longtemps, pendant des siècles, voire même des millénaires, le verre et la céramique ont été simplement guidés par la tradition, et même surtout par des secrets jalousement gardés, de façon que les concurrents ne puissent pas connaître les secrets de la recette. Je prends simplement comme exemple les verriers de Venise, qui étaient cantonnés à l'île de Murano, et qui n'avaient pas le droit d'en sortir sous peine de mort. Et il va falloir attendre le XXe siècle pour que, enfin,
disons que la science soit à un degré suffisant pour que l'on comprenne effectivement ce qui s'est passé. Alors c'est là qu'intervient dans notre discipline ce que j'appellerais la naissance de la chimie du solide, à peu près dans les années 60, 1960, donc pas très vieux, qui se base essentiellement sur deux choses. La possibilité de déterminer la structure d'un matériau par la diffraction des rayons X. Et puis, deuxième point, la mécanique quantique et la possibilité de décrire les mouvements d'électrons à partir d'orbitales atomiques, d'orbitales moléculaires, et par conséquent de pouvoir raisonner de façon à établir les relations structure d'un matériau et ses propriétés. Et ça, c'est grâce à Paul Hagen-Müller qui a lancé toute cette nouvelle direction de la chimie et qui a donné une âme à la chimie du solide. Pour marquer une date, c'est 1964, le congrès de Bordeaux, qui était consacré aux éléments de transition, où on a réuni physiciens et chimistes et où cette symbiose s'est faite entre ces deux disciplines pour donner l'âme de la chimie du solide. Alors, je voudrais simplement donner deux exemples des travaux qui ont été menés à Bordeaux sous l'égide d'Hagen-Müller. Premier exemple, les bronzes de vanadium. L'oxyde de vanadium, c'est simplement un oxyde qui est formé de chaînes, vous voyez le dessin ici, des pyramides VO5 qui s'enchaînent les unes aux autres et qui n'ont pas de propriétés particulières. Mais si on réduit cet oxyde par un réducteur, ici l'hydrure de lithium, on va premièrement réduire le vanadium 5 en vanadium 4, deuxièmement introduire des ions lithium, et ce qui est intéressant, c'est que l'électron excédentaire qui vient d'être introduit par cette simple manip de chimie va rester dans le champ du lithium positif et tourner autour. Et donc on va avoir des électrons qui se délocalisent sur les 4 vanadiums qui entourent le lithium. Et si on augmente la quantité de lithium, eh bien vous devinez ce qui va se passer, les électrons vont se rapprocher, et finalement on va passer d'un matériau qui était un isolant, un oxyde classique isolant, à un matériau qui est semi-conducteur, puis lorsqu'il y a beaucoup d'électrons, qui devient métallique, d'où le nom de bronze de vanadium, à cause de l'éclat métallique de ces matériaux. Alors ça, c'était pas à l'époque peut-être une curiosité de laboratoire, mais si la réduction, au lieu d'être faite de façon chimique, est faite de façon électrochimique, on a le b.a.-ba d'une batterie rechargeable, et tout ça a donné naissance à des matériaux qui maintenant sont des matériaux très compétitifs pour la réalisation de batteries au lithium ou pour les dispositifs d'affichage électrochrome. Un deuxième exemple, qui a priori peut paraître aussi assez ésotérique, la possibilité de stabiliser des degrés d'oxydation inusuels. Le cuivre est bien connu comme étant du donneur du cuivreux ou du cuivrique, état d'oxydation 1 ou 2. Peut-on le stabiliser à l'état d'oxydation 3 ? C'est ce qui avait été réalisé à Bordeaux en 1972. Sous des très hautes pressions, on arrive à faire des structures qui s'appellent des structures perovskites, qui sont représentées ici, dans lesquelles le cuivre est effectivement au degré d'oxydation 3. Un autre moyen, c'est de prendre cette perovskite ici, dans laquelle le cuivre est simplement au degré d'oxydation 2, de remplacer un ion trivalent par un ion bivalent, et bien sûr, il faut compenser la charge, ce qui se fait en augmentant le degré d'oxydation du cuivre. En faisant cela, on fait deux choses en fait. D'une part, on introduit une certaine dissymétrie dans le matériau, et deuxièmement, on obtient un matériau à valence mixte dans lequel l'électron va pouvoir se promener, donc dans lequel il va pouvoir se délocaliser. C'était a priori des études purement fondamentales. Elles ont donné naissance une quinzaine d'années plus tard aux supraconducteurs céramiques qui ont été découverts par Bernoz et Müller. Donc pour montrer un petit peu l'impact de ces recherches-là. Un autre aspect de la chimie du solide, elle est basée sur la structure, sur le cristal. Mais un cristal est un objet parfait. Et en fait, dans la chimie du solide, on a souvent des objets imparfaits, comme les solides qui ont été décrits par Robert Coulomb. C'est-à-dire qu'on arrive avec la chimie du solide à un paradoxe par rapport à la chimie moléculaire et les lois de Dalton, qui voulaient que les rapports des atomes dans un composé soient 1, 2, 3, 4. Eh bien, on arrive à des chiffres fractionnaires, par exemple avec la non-stoichiométrie, F et O, un atome de fer, un atome d'oxygène. Et en fait, les phases que l'on observe, il y a toujours un peu moins de fer qu'il ne devrait y en avoir. C'est-à-dire que pour compenser ces manques de fer, eh bien, il va y avoir des lacunes d'oxygène. Et en fait, l'idée qu'avait développée Robert Coulomb, c'est que le cristal, qui était l'objet sacro-saint de la chimie du solide, en fait n'était là que comme un support de défaut et que le défaut lui-même devenait plus important que le cristal. Par exemple, l'oxyde TiO2 est un isolant, mais si vous mettez un petit peu de non-stoichiométrie, il devient conducteur. Ceci n'est bien sûr possible que parce qu'on travaille avec une infinité d'atomes et que par conséquent, les relations d'entropie qui sont indiquées ici permettent de stabiliser le système. Dans une molécule, ceci serait inconcevable. Deuxième exemple, non-stoichiométrie sur la zircone. Alors ça, la zircone, c'est un oxyde réfractaire qui sert à faire des briques pour les fours.
Et ce que l'on va faire pour stabiliser la zircone, c'est de mettre un peu de calcium, remplacer le zirconium 4 par du calcium 2. Mais bien sûr, il y a un équilibre de charge à respecter. Donc à côté du calcium, on va enlever 2 charges négatives, on va enlever un ion oxyde. À partir de ce moment-là, l'oxygène qui est là va pouvoir venir occuper la lacune. Et par conséquent, on va avoir ceci. L'oxygène va se déplacer, ou disons la lacune va se déplacer, c'est-à-dire qu'on a un ion négatif qui se déplace, on a un conducteur électrique, et ces matériaux-là sont conducteurs par ion oxyde. Débouché de ce genre de matériaux, les fours à très haute température et surtout les piles à combustible avec une membrane qui sépare les rayons où il y a l'hydrogène du rayon où il y a l'oxygène. Et bien sûr, ces piles transforment l'énergie chimique de l'hydrogène plus l'oxygène en énergie électrique avec comme résidu de l'eau, c'est-à-dire quelque chose qui n'est non polluant. Autre exemple de solides non stoichiométriques qui ont aussi eu un impact important, c'est l'alumine bêta. Cette fois-ci, l'alumine bêta est une structure dans laquelle vous avez des blocs ici, qui ont une structure spinelle, qui sont denses, donc qui n'ont pas de propriétés particulières, c'est le cristal parfait. Mais entre ces blocs, il y a des plans où des ions oxydes servent de piliers. Et puis dans ces plans, il y a des ions sodium, beaucoup plus petits. C'est un peu comme une voiture dans un parking qui va pouvoir bouger entre les piliers, et ces ions sodium vont pouvoir se déplacer, et de ce fait, on va avoir une conduction ionique, et à nouveau, on va pouvoir faire des batteries. Cette fois-ci, la batterie au sodium, qui avait été brevetée par Ford en 1966 pour la propulsion de la voiture électrique. Alors, dans toute cette chimie du solide que je viens de redécrire très rapidement, toutes les opérations de synthèse, purement de chimie, se font à haute température. C'est la tradition du potier. On forme la poterie, ensuite on la cuit à haute température dans un four. C'est selon l'expression anglo-saxonne « shake and bake ». C'est-à-dire que les outils du chimiste du solide, c'est le four et le creuset, les températures sont supérieures à 1000 degrés, et ce n'est pas très différent de ce que l'on connaissait dans l'alchimie, où il fallait cuire pendant des jours et des jours de façon à extraire la substantifique moelle. Alors, la question se pose, est-ce qu'il est possible de trouver autre chose? Est-ce qu'il y a une autre alternative? Et c'est bien sûr la chimie douce, que j'ai repris ici une phrase que j'avais écrite dans un article du Monde en 1977. Est-il possible d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon plus harmonieuse dans les processus naturels? Je dois dire que le feu, les hautes températures, avaient été honorées par le Collège de France, puisque le premier chimiste qui occupait une première chaire de chimie, c'était Jean d'Arcet en 1774. Et Jean d'Arcet, sa spécialité, c'était l'analyse par le feu. Il était entre autres précepteur du fils de Montesquieu. Il était à la fois médecin, pharmacien et chimiste, et il a occupé la première chaire de chimie. Il a même fait la première leçon inaugurale en français, non pas en latin. L'ouvrage qu'il avait écrit juste avant d'être nommé au Collège de France met bien en évidence l'importance du feu, et par cette analyse par le feu, il avait découvert, par exemple, ou redécouvert plutôt, le secret de la porcelaine, l'ancienne porcelaine chinoise. Il avait montré que le diamant qui brûlait n'avait rien à voir avec l'émeraude qui ne brûlait pas. Mais ceci étant, si on revient à la chimie douce, c'est là qu'intervient Jean Rouxel, dans ce style de chimie douce qu'il appelait à précurseur solide, c'est-à-dire qui part d'un solide et qui va le transformer par des opérations de basse température. Alors, ce sont les solides de basse dimensionnalité, typiquement des solides monodimensionnels, tels que l'amiante. On a représenté un minerai d'amiante ici, qui est formé de fibres, tels surtout que les bidimensionnels, et je reviens ici à l'argile du potier, qui est formée de feuillets. Alors ces structures ont cela d'intéressant, c'est que les liaisons entre les feuillets sont très faibles, et par conséquent, on va pouvoir facilement les écarter, et pour les écarter, il va suffire d'intercaler un objet chimique entre eux. Et par conséquent, il y a toute une chimie qui va apparaître dans laquelle on va intercaler des objets entre les feuillets. Je dis toute une chimie, Jean Rouxel a développé aussi toute une physique. Je pense aux structures des solides non commensurables, je pense aux ondes de densité de charge, etc. Pour prendre un exemple typique de ce qui a pu être fait à Nantes, c'est le sulfure de titane qui est ici, une structure lamellaire, et qui peut être réduite par du lithium, si on la met en vis-à-vis avec une électrode de lithium. L'ion lithium va s'insérer entre les feuillets qu'il va écarter, les électrons vont venir dans les feuillets, et donc on va avoir cette double insertion. L'application immédiate, c'est évidemment de faire des cathodes pour les batteries au lithium, dans lesquelles
L'électrode ici est une électrode de sulfure de titane et non plus une électrode de plomb comme dans les batteries classiques au plomb. Ces batteries-là avaient été brevetées par Exxon en 1975. C'était à l'époque TiS2 le meilleur matériau pour faire ce genre de batterie. Et les débouchés actuels, vous les connaissez tous, c'est pour l'électronique portable, pour faire des piles-boutons. Autre type d'application de ces solides bidimensionnels, c'est qu'en fait, dans cet espace interfeuillé, et je reprends là une phrase de Jean-Marie Laine, ça va être une chimie des creux et des bosses. C'est-à-dire que vous avez un espace qui va servir un peu de nanoréacteur à l'intérieur duquel vous allez pouvoir faire des réactions, je dirais, à l'abri du milieu extérieur. Alors c'est par exemple dans le domaine de la catalyse, les argiles pontées, c'est-à-dire qu'on intercale entre les feuillets d'argile des ions importants, et par calcination, on va les transformer en oxyde, et par conséquent, on forme des piliers qui vont maintenir les feuillets écartés. Et à ce moment-là, les molécules peuvent diffuser, réagir, et ça va faire des catalyseurs qui ont des propriétés tout à fait extraordinaires. Deuxième exemple, on peut même intercaler, c'est ici l'oxyde de vanadium, on peut intercaler entre les feuillets des molécules organiques simples, comme l'aniline, et susciter une réaction de polymérisation in situ entre les feuillets, et donc obtenir de la polyaniline. Et on va avoir quelque chose comme un millefeuille chimique, où vous avez des feuillets de semi-conducteur minéral, un oxyde, et un feuillet de métal organique, et ainsi successivement. Alors, l'autre possibilité, maintenant j'ai parlé surtout des céramiques, c'est le verre, qui est le cousin germain des céramiques. C'est à peu près les mêmes compositions, ce n'est pas tout à fait les mêmes modes de fabrication, puisque le verre est formé par fusion. On prend du sable, on le met dans le four, on fond, et on le met ensuite en forme par moulage ou par soufflage. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est la seule façon de faire du verre? Bien non. Si vous regardez dans la nature, et c'est là où je rejoins, disons, l'aspect biomimétique de la chimie douce, il y a des micro-organismes qui sont par exemple ici dans le plancton, des microalgues telles que les diatomées ou des radiolaires qui sont ici, qui fabriquent des squelettes de silice à température ambiante à partir simplement de la silice qui est dissoute dans l'eau. Bien évidemment, sans chauffer à 1000 degrés, sans utiliser ces températures énormes. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre si l'on regarde, si on observe un peu la nature, si on observe ces diatomées? Premièrement, qu'il est possible de synthétiser de la silice, du verre, dans des conditions de température ambiante, c'est ce qu'on va appeler la chimie douce. Deuxièmement, ce que j'appellerais la morphogenèse chimique. Vous voyez que ces objets ont des formes tout à fait particulières. Et troisièmement, que finalement, dans le cas des diatomées, par exemple, à l'intérieur de cette boîte, vous avez une cellule qui vit. Donc la vie est possible au sein d'un milieu minéral. La question, c'est est-ce que nous allons être capables de faire cela? C'est un peu le défi que nous lance la nature. Alors ce que je vais faire déjà, c'est essayer de faire moi-même, les diatomées sont des microalgues, d'essayer de faire moi-même devant vous pousser des microalgues de silice. Alors je prie c'est extrêmement dangereux ce que je vais faire, puisque c'est d'essayer de vous faire une démonstration chimique en direct. Alors ce que je fais, c'est simplement un peu comme un jardinier, je plante des graines, c'est du nitrate de fer, tout simplement. Et je vais, pour que ça pousse, je vais arroser. Donc je vais verser dans cette éprouvette que j'ai prise assez grande de façon à ce qu'on puisse voir. Je vais verser cette solution qui est simplement de la silice dissoute, disons pour être plus précis du silicate de sodium dans de l'eau. Alors pour le moment, il ne va rien se passer du tout, il faut attendre. C'est comme voir pousser l'herbe, c'est relativement long. Donc on va attendre quelques minutes et j'espère qu'avant la fin de ma leçon inaugurale, on verra quelque chose. Alors, si je reprends les diatomées, la seule silice dont elles disposent, c'est la silice qui est dissoute dans l'eau et qui est dissoute sous forme d'acide silicique, qui est simplement cette molécule de silicium entourée de 4 groupements OH. Alors ensuite, la chimie est extrêmement simple. La chimie, c'est simplement une réaction de condensation. Vous voyez que si on a 2 groupements OH ici, on peut éliminer une molécule d'eau entre ces 2 groupements et on forme un oxygène pontant, un pont oxygène, c'est-à-dire qu'on a créé une liaison forte entre 2 atomes de silicium. Et vous devinez que si on continue l'expérience, on va créer des liens entre tous les siliciums et on va bien sûr obtenir à la fin de la silice et de l'eau. Donc la réaction est extrêmement simple. C'est une réaction qui se passe au moment de la mitose, lorsque la diatomée va se diviser pour donner 2 cellules filles. À ce moment-là, la boîte qui est ici va s'ouvrir
et chacune des filles va emporter que la moitié de la boîte, un couvercle. Il va falloir très rapidement reconstruire la deuxième moitié pour être protégé. Et cette opération se fait en un temps qui est de l'ordre de l'heure ou de 2 heures, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement rapide. Et je dois dire qu'en toute sincérité, nous, chimistes, on ne sait pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire, chimistes? On ne sait pas tellement partir de la silice comme je le fais là devant vous. Les précurseurs que l'on utilise, ce sont des alkoxydes de silicium. Alors, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Simplement, au lieu d'avoir des OH, on a des OR, où R est un groupement organique simple, méthyle, éthyle, propyle. Donc, chimie pour un minéraliste, de la chimie organique relativement compréhensible. On va rajouter de l'eau, et par conséquent, il va se produire ce que l'on appelle une réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire que l'eau que l'on va rajouter va réagir avec l'OR pour faire une molécule d'alcool qui va partir et une liaison SiOH. Donc, simplement en rajoutant de l'eau dans ce précurseur, qui est un précurseur commercial, il est utilisé dans la chimie du silicone par exemple, on va faire l'acide silicique et bien sûr, à ce moment-là, on va avoir des réactions de condensation identiques à celles que je viens de décrire pour les diatomées. Alors, si on regarde un peu l'opération que l'on vient de faire sur le plan de la chimie, c'est simplement de la polymérisation. C'est-à-dire que le verrier ou le céramiste vient de travailler de la même façon que nos collègues polyméristes travaillent avec des monomères organiques. Simplement, on prend au départ des monomères qui sont simplement des ions silicates, enfin ceux que je viens de montrer, dont la dimension est de l'ordre de l'angstrom. On les soude les uns aux autres, donc on fait des oligomères, donc des petits objets encore moléculaires dont les dimensions sont de l'ordre du nanomètre. Ces objets vont grossir progressivement pour avoir des dimensions de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de nanomètres, c'est ce que l'on appelle des colloïdes. Et puis finalement, eh bien, on va obtenir un réseau de silice, SiO2, dont les dimensions sont de l'ordre du millimètre, du centimètre. Alors si on fait cela, en fait, ce qu'on va faire, c'est passer d'une solution moléculaire à un solide, en passant par des étapes intermédiaires qui sont des solutions colloïdales ou des gels, ce que l'on appelle des sols ou des gels, d'où le nom de procédé sol-gel. Et toute cette chimie que je viens de décrire, qui part d'un liquide pour obtenir un solide en passant par tout ce qu'on pourrait appeler la matière molle, eh bien c'est cela même que l'on va appeler la chimie de la matière condensée. Alors, chimie de la matière condensée, c'est ce qu'on appelle donc ici le procédé sol-gel, qui, par rapport à la fabrication d'un matériau, d'un solide dans un four, redonne quand même à la chimie une place de choix. Dans le four, il se passe ce qui peut se passer, c'est un peu une boîte noire. Tandis que là, on va pouvoir jouer avec la chimie. Alors en particulier, quand on veut développer un nouveau procédé, il y a 2 critères. Le premier, notre nouveau procédé fait ce que l'on sait déjà faire, mais beaucoup mieux. Alors beaucoup mieux, par exemple, synthèse à basse température. Contrôle chimique, c'est un peu ce que je viens d'essayer de suggérer, c'est-à-dire qu'on va construire notre matériau, notre solide, brique par brique. Et par conséquent, si on est un petit peu astucieux, on va pouvoir faire exactement ce que l'on veut faire. Et puis surtout, alors, ce qui est intéressant, je dirais, sur le plan des applications, c'est qu'on va pouvoir mettre en forme directement le matériau à partir de la solution. C'est-à-dire imaginer de nouveaux processus de mise en forme. Alors pour donner un des exemples, voici par exemple, on peut jouer sur la morphologie et faire des petites billes de silice. Ça, c'est des billes qui ont été faites à Montpellier. Certaines d'entre elles sont commerciales. C'est la silice Stoeber qui était vendue par Corning. On peut faire du trempage, des revêtements. C'est-à-dire que cette matière molle va se comporter un peu comme de la peinture. Il est très facile de la déposer sur des vitrages pour donner à ces vitrages des propriétés optiques particulières. On peut aussi tirer des fibres. J'ai pris ici l'exemple de la navette Columbia, où il y a des tuiles réfractaires pour la rentrée dans l'atmosphère. Ces tuiles sont faites avec des fibres d'alumine qui ont été tirées à partir de gel d'alumine. Donc vous voyez un certain nombre de possibilités. Et puis, deuxième critère quand on fait un nouveau procédé, est-ce qu'il est possible de faire des matériaux nouveaux qui n'existaient pas jusqu'à présent? C'est un petit peu le privilège du chimiste que de pouvoir faire lui-même son objet d'étude et le cas échéant, faire des objets qui n'ont jamais existé auparavant. Alors j'ai pris 2 exemples. Un premier exemple qui sont les aérogels et puis un deuxième que je développerai beaucoup plus, qui sont les hybrides organominéraux. Alors les aérogels, une fois que vous avez le gel, c'est de la matière molle. Si on veut faire un matériau, il faut éliminer l'eau, il faut le sécher. Vous avez tous vu de l'argile qui sèche, ça craquelle. Donc si on veut éviter ce phénomène de craquelage au moment du séchage, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est un traitement hypercritique. Alors hypercritique, ça veut dire simplement qu'on va éviter l'interface entre l'eau et le gaz, donc on va opérer à haute pression et à plus haute température,
et on va éliminer l'eau sans modifier la morphologie du gel. Et on va obtenir un matériau qui est remarquablement poreux, vous le voyez ici, dans lequel il y a 98% d'air et simplement 2% de silice. Donc c'est un matériau très léger. C'est aussi un matériau qui a des propriétés tout à fait extraordinaires, en particulier qui est beaucoup plus isolant que l'air et que le verre, bien qu'il soit composé d'air et de verre. Et vous voyez ici l'exemple qui est donné. Vous avez une fleur qui est sur un morceau d'aérogel de silice et vous chauffez au chalumeau. Je ne sais pas combien de temps a été faite la manip, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais vous voyez que la fleur au moins peut résister un certain temps. Donc il y a une isolation qui est extrêmement efficace. À titre indicatif, le robot qui est allé sur la planète Mars, pour protéger l'électronique, il fallait un isolant très efficace et puis très léger, bien évidemment. C'était un aérogel de silice qui a été utilisé par les Américains pour réaliser cette opération-là. Deuxième type de matériaux, et là c'est beaucoup plus intéressant, ce sont les hybrides organominéraux. Parce qu'enfin, avec la chimie douce, on va réconcilier, je dirais, les minéralistes et les organiciens, les deux frères ennemis de la chimie. Parce qu'on va travailler dans les mêmes conditions, en solution, température ambiante, souvent avec des solvants organiques, et par conséquent, on va pouvoir mélanger les choses. Ce que je vais représenter ici, il suffit de prendre l'acide silicique d'un côté, la molécule organique d'un autre dissoute dans un même solvant, on mélange, et puis c'est tout, c'est fait. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Ce que j'appellerais de l'encapsulation, c'est-à-dire que la molécule organique se trouve simplement piégée, enrobée dans la silice, ou bien carrément on fait une liaison de silicium-carbone, et ce qu'on pourrait appeler en langage Verrier un modificateur, c'est qu'on va modifier les propriétés de la silice, en particulier elle va être moins dure, et on peut faire avec des objets de ce genre-là, on va pouvoir faire des poudres abrasives, mais pour la dermatologie et non pas de la toile émery. On peut évidemment aussi greffer un monomère qui est capable de polymériser. Et à ce moment-là, on fera des doubles réactions de polymérisation, organique de ce côté-ci, inorganique de ce côté-là. Et par conséquent, on va obtenir toute une gamme de matériaux totalement nouveaux qui vont du verre fragile jusqu'au polymère plastique. Alors, on leur a donné des noms, plus ou moins des noms vous voyez, qui sont des initiales. Alors, quelles sont les propriétés de ces matériaux hybrides? Premièrement, les molécules, les objets organiques, inorganiques, sont mélangés à l'échelle moléculaire, donc trop petits pour faire de la diffusion de la lumière, et ces objets sont parfaitement transparents. Deuxièmement, ils se travaillent un petit peu comme un polymère organique, on peut les mouler, on peut les tirer, on peut donc les mettre en forme facilement. Troisièmement, on peut les polir avec un polyoptique, c'est-à-dire de façon qu'il n'y ait aucun défaut, et de ce fait, l'application essentielle, c'est dans le domaine de l'optique, et vous voyez ici des matériaux magnifiques qui ont été fabriqués par nos collègues de l'école polytechnique, dans lesquels vous avez des molécules organiques qui possèdent certaines propriétés de luminescence, de laser, d'optique non linéaire, de photochromisme, etc., etc. Et ces molécules organiques fragiles se trouvent protégées dans cette matrice de silice qui, elle, est beaucoup plus résistante. Alors, je voudrais juste prendre un exemple qui a été développé au laboratoire dans l'équipe de Clémence. Ah non, pas encore tout de suite. Quelques applications et ensuite je viendrai à ce qui se fait au laboratoire. Voici des bouteilles qui ont été fabriquées par des firmes japonaises où vous voyez que le revêtement ici, qui a des couleurs qui sont assez jolies, mais c'est un revêtement hybride. Alors l'intérêt de cette affaire-là, c'est que pour le recyclage du verre, si vous recyclez des bouteilles de verre dans lesquelles il y a des colorants normaux, qu'on appelle du fer, du cuivre, des choses comme ça, vous n'aurez jamais du verre blanc. Les ions minéraux vont rester. Par contre ici, comme c'est organique, au moment où vous allez refondre les bouteilles pour refaire du verre, l'organique va brûler et vous pouvez faire du verre blanc. Vous pouvez même faire des objets qui sont des objets artistiques. Ça, c'est de la verrerie d'art qui a été fabriquée par le Fraunhofer à Würzburg. Vous pouvez aussi, et ça c'est un très bel exemple, faire de la restauration de monuments d'art. Il s'agit ici de la cathédrale de Prague et de la mosaïque du Jugement dernier, qui bien sûr avait été abîmée par les gaz d'échappement des voitures, qui a donc été nettoyée. Mais afin d'éviter qu'elle, à nouveau, elle soit corrodée, on a mis au-dessus un revêtement qui était simplement un revêtement d'hybride, sol-gel, de silice et d'organique. Un autre exemple d'application, les crèmes solaires développées par une petite firme israélienne. Pour vous protéger du soleil, vous mettez un composé qui va servir de filtre UV, en l'occurrence, il s'agit de molécules organiques. Mais ces molécules organiques ne sont pas très stables. Sous l'influence du soleil, elles vont se dégrader et donner des radicaux libres, ce qui peut être très mauvais pour la santé, en particulier pour la peau. Donc, ce qu'ont fait nos collègues israéliens, c'est d'encapsuler ces molécules organiques dans des petites capsules de silice,
disperser ces capsules dans une suspension d'eau et vous avez une crème qui va vous servir de crème solaire, mais dans laquelle les produits organiques vont éviter le contact avec la peau. Alors j'arrive maintenant à l'exemple qui a été fait dans le laboratoire, qui est le photochromisme, c'est-à-dire d'utiliser des molécules organiques qui sont incolores à l'état, je dirais, fondamental, normal, et qui, sous l'effet du rayonnement solaire, vont passer dans un état excité qui, lui, est coloré. Alors, vous voyez que cette forme-là est hydrophobe et cette forme-là est hydrophile. Alors, hydrophile, ça veut dire simplement que si vous mettez cela dans de la silice est hydrophile et par conséquent, l'état excité va se trouver dans un milieu qui lui est très favorable. Conséquence de quoi vous allez pouvoir le colorer, mais si vos lunettes colorées, vous arrivez dans un tunnel, le temps de décoloration va être de quelques dizaines de minutes. Évidemment, vous ne verrez plus rien. Par conséquent, ce qui est intéressant, ce serait de pouvoir jouer sur la vitesse de retour de la lunette de décoloration. Et pour cela, eh bien, on va simplement jouer sur le caractère hybride de la matrice. Plus on met d'organique, plus ce sera hydrophobe, et plus on met de silice, plus ce sera hydrophile. Donc vous pouvez piéger ce colorant photochrome dans des nanopores dont vous contrôlez la balance hydrophile-hydrophobe. Et à ce moment-là, donc vous pouvez, selon l'application, vous pouvez régler le temps de commutation de quelques secondes à 1 heure. Et ce produit-là, maintenant, est en cours de développement commercialisé par la firme Protavic à Château-Renaud. Alors j'arrive maintenant à un autre domaine, celui de la morphogenèse chimique, le deuxième défi que nous lançaient les diatomées sur la forme. Et j'ai repris ici une phrase de Darwin qui avait été tout à fait admiratif sur les formes extraordinaires que présentent ces diatomées. Je présente quelques-unes ici pour les diatomées, qui sont donc des algues, ici pour un radiolaire, et vous voyez les formes qui sont tout à fait extraordinaires. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Ça, c'est un cristal de quartz. C'est l'objet classique d'étude du chimiste du solide, ou même du physicien du solide. Le cristal parfait qui est bien défini, et vous avez ici le squelette de radiolaire. Les deux sont de la silice pure. Mais vous voyez que dans le cas qui est à gauche, on est limité, je vais marquer ici, aux 200 groupes d'espace de la cristallographie. C'est-à-dire que les questions qui se forment, c'est est-ce qu'on pourrait faire des formes courbes et non pas des plans de clivage comme ici? Est-ce que l'on pourrait faire des structures ordonnées? Ici, il y a clairement un ordre, une symétrie, mais bien sûr pas la symétrie du cristal. Est-ce qu'on peut faire des solides poreux? Ici, il y a plein de trous. Ici, c'est un solide dense. Est-ce qu'on peut faire des structures hiérarchiques? Si on regardait plus finement, il y a des tailles de pores à différentes échelles qui sont parfaitement contrôlées. Et bien évidemment, le défi, c'est est-ce qu'on peut faire tout ça en une seule synthèse et non pas en plusieurs étapes. Alors ça, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé les chimistes du solide et même d'autres disciplines. Je prends ici le cas des éolites qui est bien connu, où pour créer des trous, créer une porosité, on fait un petit peu la technique qui est bien connue par les forgerons africains, c'est-à-dire la technique du moule à la cire perdue. C'est-à-dire qu'on fait un moule en cire et puis on fond autour et puis la cire ensuite on la fond. Bien ici c'est un peu la même chose, on va mettre une molécule organique qu'on appelle en langage anglo-saxon un template, ici ce sont typiquement des amines, et puis le solide va se former autour et vous voyez il va y avoir des creux qui vont avoir un peu l'image en négatif de la molécule qu'on a étudiée. Or ces solides poreux bien connus, bien cristallisés, c'est maintenant bien sûr des catalyseurs très connus. Plus récemment, il y a une dizaine d'années, c'est les chercheurs d'Automobile qui ont développé un autre type de silice qu'on appelle mésoporeuse, en jouant cette fois-ci avec des micelles qui vont s'organiser en mésophase et donc qui vont donner des objets ordonnés, mais à une échelle qui est beaucoup plus importante, de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Vous formez la silice autour, vous enlevez les micelles et vous avez ici une silice mésoporeuse qui est parfaitement ordonnée. Vous voyez ici au transition microscope à transmission que c'est une structure qui est parfaitement ordonnée. Et puis si vous regardez maintenant, il y a tout un tas de formes plus ou moins extraordinaires qui sont publiées dans la littérature, de l'oxyde de cérium ici, du chromate de barium, d'une mousse d'oxyde de vanadium, une fibre torsadée de silice. Et tout cela est fait simplement en une seule étape. Alors maintenant, je peux revenir à la manip que j'ai lancée tout à l'heure et qui, heureusement, a marché. Pour ceux qui ne sont pas trop loin, pour ceux qui sont loin, je vais vous montrer en photo. Vous voyez que pendant le temps où j'ai parlé, eh bien, les graines que j'ai semées ont germé, ont poussé, et que vous avez ici des algues, quelque chose qui ressemble à des algues,
qui ont été formés dans la solution de silice. Un peu comme les diatomées se sont formés. Alors, pour ceux qui sont un petit peu loin, je vais montrer ce qui s'est passé. J'ai mis les grains. Au début, ils ont commencé par donner quelque chose qui ressemble un petit peu à un gel. Ils sont un petit peu gonflés. Puis, vous voyez que ça a commencé à pousser. Puis, les algues se sont développées. Et vous avez obtenu ce que j'ai ici dans l'éprouvette. C'est-à-dire que vous avez fait pousser des algues à l'intérieur de ceci. Alors, quel est le secret chimique qui est derrière? Ce n'est pas très compliqué. J'ai pris une solution de silicate de sodium, c'est-à-dire que j'avais des ions silicates qui sont ici. Et quand j'ai mis mon nitrate de fer, lorsqu'il se dissout, il acidifie la solution, c'est-à-dire qu'il a donné des protons. Par conséquent, je suis passé du silicate de sodium soluble à l'acide silicique des diatomées. Et à ce moment-là, vous avez eu les réactions de polymérisation qui se sont mises en route, et vous avez vu pousser progressivement ces polymères, cette espèce de silice, sous vos yeux. C'est une expérience qui est bien connue. Même aux États-Unis, je crois qu'on trouve cela en petits sachets pour les enfants, pour Noël. Mais sinon, je cite ici les travaux de Stéphane Leduc, qui avait écrit 2 livres sur les théories physico-chimiques de la vie et qui avait étudié ces expériences dans lesquelles on fabrique, entre guillemets, des jardins minéraux. Il était même tellement heureux de ces découvertes qu'il pensait avoir inventé la vie, ou du moins réinventé la vie sous une forme minérale. Parce que vous pouvez reproduire des objets qui ont vraiment les formes d'objets biologiques, des champignons, des algues, etc., etc. Alors, sans aller si loin que ça, on n'a pas recréé la vie. Mais vous voyez ici, par un exemple qui est fait aussi au laboratoire, un oxyde macroporeux, et vous voyez ici un squelette de radiolaire. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on a fabriqué en une seule étape quelque chose qui ressemble beaucoup au squelette qu'ont fabriqué ces micro-organismes. Alors, on a un petit peu répondu au souhait de Marcellin Berthelot, ce qui est quand même indispensable lorsqu'on est au Collège de France, qui voulait qu'on arrive à reproduire par la chimie simplement ce que la nature savait faire. Alors, sans aller quand même aussi loin, on n'a pas reproduit la vie, mais sans aller aussi loin quand même, je dirais qu'avec la chimie douce, on a un petit peu réussi le mariage de l'eau et du feu. Et en particulier, c'est le 3e défi que nous lançaient les diatomées, est-il possible de maintenir la vie dans un milieu minéral? Ou sinon la vie, au moins des objets biologiques actifs. Et c'est les problèmes de bio-encapsulation. Alors c'est aussi a priori extrêmement simple. Compte tenu des conditions dans lesquelles nous travaillons, on ne va pas détruire les objets biologiques au sens large du terme. Les conditions vont être suffisamment douces pour qu'en mélangeant de l'acide silicique, celui qui va me donner la silice, avec une suspension dans laquelle vous avez des objets biologiques, la silice va se condenser autour de l'objet biologique qui va se retrouver enfermé dedans. Alors ce que nous avons fait, c'était d'encapsuler différents objets, disons par taille croissante des enzymes, des anticorps, voire même des cellules entières, des bactéries. Et je commence par le problème des enzymes. Vous connaissez les enzymes, ce sont des catalyseurs miracles grâce auxquels la vie peut exister. Catalyseurs miracles, c'est-à-dire qui ont une activité, une spécificité qui est sans commune mesure avec les catalyseurs industriels. Par conséquent, point de vue des biotechnologies, il est évidemment extrêmement intéressant de pouvoir utiliser ces catalyseurs biologiques, seulement a priori pour ne pas les perdre. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les immobiliser sur un support minéral ou un support polymérique. Bien évidemment, jusqu'à présent, compte tenu des conditions dans lesquelles on fabrique le verre, au-dessus de 1000 degrés, on ne pouvait pas. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était essayer de les accrocher à la surface. Avec les procédés Sol-Gel, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, on va pouvoir faire quelque chose. Les propriétés spécifiques de ces enzymes, leur caractère miraculeux, c'est basé sur une reconnaissance moléculaire entre la géométrie du site actif et la géométrie du substrat, c'est-à-dire de l'objet qui va réagir, et c'est représenté par le modèle de la clé et de la serrure, c'est-à-dire que ces deux objets vont s'accorder parfaitement. Alors la question qui va se poser, on va prendre ces enzymes, on va les mettre dans un gel. Première question, est-ce que cette opération ne va pas dénaturer, c'est-à-dire ne va pas déformer l'enzyme, en particulier le site actif qui perdrait toute activité? Et deuxième question qui peut se poser, puisqu'il y a une matrice de verre autour,
est-ce que l'on va pouvoir faire diffuser les substrats au sein de la matrice de verre? Alors, la réponse est ici. Voici, il y a eu plusieurs dizaines d'enzymes qui ont été étudiées, en particulier la glucose oxydase, qui est un enzyme important puisque c'est l'oxydation de glucose par l'oxygène, donc important dans l'agroalimentaire et dans le biomédical, bien évidemment. Alors, ce que l'on observe, c'est qu'une fois que cette enzyme est encapsulée, l'activité enzymatique est conservée, premièrement. Non seulement elle est conservée, mais la durée de vie de l'enzyme est multipliée par un facteur qui peut être de l'ordre de 100. Et ceci, c'est parce qu'en fait, l'enzyme maintenant est protégée dans une cage de silice qui a été taillée à sa mesure. Alors protégée d'une part du milieu extérieur, s'il y a des produits nocifs, ils ne vont pas pouvoir diffuser, ou du moins difficilement. Et deuxième, protégée de la dénaturation. La dénaturation, c'est un changement de géométrie et de configuration. Et comme elle est coincée, eh bien, si elle a été coincée dans sa forme active, à ce moment-là, elle va rester active beaucoup plus longtemps. Alors, ce qui a été fait à partir de cela, ce sont bien évidemment des biocapteurs pour le dosage du glucose, compte tenu de l'intérêt. Pour cela, eh bien, on encapsule les glucoses oxydases que j'ai représentées schématiquement par ces losanges, ici, et pour qu'on puisse faire une détection électrochimique, c'est-à-dire avec du courant électrique, on met des petits grains de carbone de façon que l'électrode soit conductrice. Et à ce moment-là, il suffit de déposer une goutte de la solution à doser, et par une mesure purement potentiométrique, on peut faire le dosage du glucose dans cette goutte par des méthodes de ce style-là. Alors un deuxième exemple qui est encore plus intéressant que le précédent, parce que là, on va pouvoir non seulement conserver l'enzyme, mais on va pouvoir exacerber sa réactivité. Alors l'exemple, c'est celui des lipases. C'est les enzymes qui catalysent les réactions d'hydrolyse et stérification, donc des réactions extrêmement importantes en chimie organique, dans l'agroalimentaire, dans la pétrochimie. Et selon que l'on va qu'on met en milieu aqueux ou en milieu organique, on va aller dans un sens ou dans l'autre. Alors le caractère particulier de ces enzymes, c'est qu'elles ne fonctionnent que quand elles sont à l'interface entre, disons, dans une émulsion, entre un milieu huile et un milieu eau. Si elles sont simplement dans l'eau, c'est le schéma qui est ici. Vous voyez qu'il y a un petit clapet ici, qui est un clapet chimique, vert, qui ferme le site actif. Donc l'enzyme ne peut pas réagir. Par contre, si on est juste à l'interface, ce clapet s'ouvre et à ce moment-là, le site actif est accessible. Alors ce qui s'est passé, c'est simplement la chose suivante, c'est que si on encapsule les lipases dans de la silice pure qui est hydrophile, le clapet est fermé, ça ne marche pas. On a des rendements d'une activité qui est 3% de l'activité normale de la lipase. Mais par contre, si on joue avec les matrices hybrides, si à nouveau on peut jouer sur la balance hydrophile-hydrophobe, cette fois-ci on peut multiplier l'activité par 100. Ça, c'est des très belles manips qui ont été faites par Renz au Max Planck, et ces enzymes immobilisées sur de la silice sont maintenant commercialement vendues par Fluca. Alors, des enzymes, c'est très beau, mais les enzymes sont la plupart du temps produits par des micro-organismes, en particulier par des bactéries. Donc il serait peut-être plus intéressant d'encapsuler directement la bactérie et de la faire travailler, plutôt que de faire des opérations de séparation, purification d'enzymes. C'est par conséquent ce que nous avons fait, en encapsulant les bactéries, ici des bactéries très simples, des Escherichia coli, au sein d'une matrice sol-gel. Et vous voyez ici la microscopie électronique à transmission, qui vous montre que la bactérie n'est pas du tout altérée. Vous avez ici la matrice de silice qui est poreuse. Alors, ce qu'on a regardé ensuite, une fois encapsulée, c'est est-ce que la bactérie pouvait travailler. On l'a donc induite au moment de la culture pour qu'elle exprime un enzyme qui s'appelle la bêta-galactosidase. Et on a fait une réaction témoin très simple qui est simplement une hydrolyse et qui donne un produit qui est du paranitrophénol qui est jaune. Donc, simplement d'après la coloration, vous pouvez voir si l'enzyme a travaillé. Et effectivement, elle travaille. C'est d'ailleurs pour ceux qui connaissent, on suit bien une loi de Michaelis, donc on a une bonne activité enzymatique. Il faut bien voir que dans cette affaire-là, le substrat doit diffuser à travers la silice poreuse, puis à travers la membrane, et que la réaction enzymatique se fait à l'intérieur, dans le cytoplasme. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que non seulement la bactérie est capable de conserver son activité enzymatique, mais elle pourrait le faire même si elle était, entre guillemets, morte. Elle servirait simplement de sac à enzymes. Mais ce que l'on a pu montrer aussi, c'est qu'elle pouvait rester vivante, conserver sa viabilité pendant des périodes de l'ordre du mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, dans des conditions normales, vous avez encore 60% des bactéries qui sont viables. Viables, c'est-à-dire que si vous mettez du glucose, elles vont métaboliser le glucose. Et ce métabolisme implique toute une chaîne métabolique, c'est-à-dire qu'implique que la bactérie soit vivante.
Donc ça veut dire que l'on peut conserver un objet vivant au sein d'une matrice de silice. Alors on a été ensuite à la Pitié-Salpêtrière dans le groupe de Marc Gentilini. On a essayé d'aller encore plus loin et donc d'aborder carrément le domaine médical, donc sur une maladie qui s'appelle la leishmaniose, dont vous voyez ici les effets possibles. Et donc cette fois-ci, on a encapsulé directement le parasite, le protozoaire parasite qui s'appelle la leishmanie au sein des matrices Sol-Gel. Alors cette fois-ci, c'est un eucaryote, c'est-à-dire c'est des cellules plus complexes que les bactéries. Et vous voyez que la structure cellulaire n'a pas du tout été détruite. En particulier, vous voyez qu'il y a une séparation très nette entre la membrane et la silice, ce qui est important puisque ceci va être un antigène. Et ce que l'on va essayer de détecter, c'est les anticorps potentiels dans le sérum d'un patient, qui vont donc reconnaître la membrane. Alors, ce qui a été fait, c'est donc des tests immunologiques tout à fait classiques qui s'appellent des tests ELISA, qui se font dans des plaques comme ceci où il y a à peu près une centaine de petits puits. Donc, l'encapsulation de ces parasites a été faite dans chacun des puits, et c'est eux qui vont servir de source antigénique pour détecter la présence éventuelle d'anticorps dans le sérum d'un patient. Alors, ceci, ensuite, ça se détecte là encore par une méthode optique colorimétrique, et simplement en mesurant la densité optique, on arrive à avoir le nombre d'anticorps qui se sont fixés sur les antigènes en question. Alors vous voyez ici que les tests pour des patients positifs, séropositifs, sont en jaune, pour des patients négatifs, ils sont en bleu, et vous voyez qu'il y a quand même une différence très claire entre les uns et les autres, ce qui veut dire que les phénomènes de reconnaissance spécifique antigène-anticorps se sont bien faits là aussi à l'intérieur de la matrice Sol-Gel. C'est là encore des phénomènes de reconnaissance moléculaire. Alors, puisqu'on est dans le médical, on aborde maintenant des opérations, disons des applications dans le domaine du biomédical. Alors, bien sûr, il y a une possibilité qui n'est pas encore très exploitée. Il y a eu juste quelques publications, c'est celle du médicament retard, c'est-à-dire vous mettez à l'intérieur d'une bille de silice poreuse un médicament et il va diffuser lentement dans l'organisme. Il n'y a pas encore grand-chose de fait dans ce domaine-là. Il y a juste une firme en Allemagne, Fine Chemie, qui s'occupe pour le moment de ces affaires. Par contre, il y a des très jolies manips qui sont faites aux États-Unis et en Italie dans l'optique des transplantations cellulaires. Alors, il s'agit ici de prendre des cellules du pancréas d'une souris, en l'occurrence des îlots de Langerhans, qui vont intervenir dans le métabolisme glucose-insuline. Et puis de les piéger à l'intérieur des petites billes de silice que vous voyez ici, et de faire une opération de transplantation. C'est-à-dire que les cellules d'une souris saine ont été encapsulées, puis transplantées dans une souris qui va être diabétique. Et ce qu'ont observé, alors là c'est les collègues américains qui ont fait cela, ce qu'ils ont observé, c'est qu'on continuait à avoir effectivement le métabolisme du glucose avec l'insuline, et ce qui est intéressant, c'est que vous savez bien que lorsqu'on fait une transplantation cellulaire, il y a tous les problèmes de rejet immunitaire qui se produisent, et qu'évidemment c'est un handicap très sérieux. Mais si là vous avez encapsulé vos cellules étrangères à l'intérieur d'une matrice de silice dont la porosité est suffisamment grande pour que l'insuline et le glucose puissent diffuser, mais suffisamment petite pour que les anticorps, qui sont relativement gros, ne puissent pas pénétrer, à ce moment-là, les anticorps ne vont pas vouloir aller jusqu'à la cellule étrangère et par conséquent, vous évitez des phénomènes de rejet immunitaire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ces phénomènes de transplantation sont actuellement possibles demain dans l'homme. Pour le moment, c'est dans des souris, mais c'est des expériences qui sont extrêmement prometteuses. Alors là, j'arrive à peu près vers la fin de ce que je voulais vous dire. Et pour reprendre un petit peu le tableau, Serge Haroche, dans sa leçon inaugurale, avait montré comment la physique quantique avait pu révolutionner nos idées sur l'existence, sur le monde, avec tous ces phénomènes extraordinaires qu'il nous avait décrits. Dans les matériaux, on est un peu plus modeste, mais je dis quand même que les matériaux ont conditionné l'évolution de l'homme. C'est bien clair. L'âge de la pierre, l'âge du cuivre, puis l'âge du bronze, l'âge du fer, et je pense que le XXe siècle aura été au moins le début de l'âge du silicium. Mais si on suit cette évolution, je dirais, de nos civilisations, en fonction des matériaux qu'elle a utilisés, eh bien, ce que l'on constate, c'est premièrement, la grande révolution s'est passée ici, entre la pierre et le cuivre, c'est-à-dire au moment où il y a eu la maîtrise du feu, où on a été capable d'extraire le cuivre du minerai.
Et si vous regardez, pour extraire le cuivre, puis le fer, puis le silicium, il faut des températures toujours de plus en plus élevées. C'est-à-dire que cette évolution de l'humanité liée à celle des matériaux, c'est en fait une course vers la maîtrise du feu, vers la maîtrise des températures de plus en plus élevées. Avec la chimie douce, on prend un petit peu le contre-pied de cette évolution millénaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'imagination du chimiste qui va remplacer la force du feu. Ce qu'on va faire, c'est que dans une solution aqueuse ou autre, on va mettre des objets chimiques, des ions, des molécules, que ces ions, ces molécules vont par leurs interactions propres s'assembler entre elles pour former des assemblages supramoléculaires, pour reprendre une chimie qui est chère à mon collègue Jean-Marie Laine, et que ces assemblages supramoléculaires vont simplement préfigurer la structure du solide que l'on va obtenir à la fin. Et toute cette chimie, qui est une chimie qui va de la molécule jusqu'au matériau, qui est une chimie de la matière condensée, c'est typiquement ce que je vais essayer de décrire dans les cours que je vais faire au Collège de France. Vous voyez que là, l'éventail va de la molécule au matériau, de la solution au solide, et les objets qui s'assemblent, comme je vais essayer de vous le montrer, ce n'est pas simplement des ions minéraux, ce n'est même pas des ions minéraux et des molécules organiques, ça peut être aussi des objets biologiques, des acides aminés, des protéines, voire même des cellules. Et pour terminer, comme nous sommes quand même dans le pays de Descartes, ce que j'aimerais, c'est donner une citation de Descartes qui exprimait son opinion vis-à-vis des chimistes. Les chimistes ne font que dire des mots hors de l'usage commun pour faire semblant de savoir ce qu'ils ignorent. Alors, ce que j'espère, c'est que vous n'en conclurez pas la même chose après cette leçon inaugurale et que votre opinion sur les chimistes sera un peu meilleure que celle de Descartes. Mais je dois dire qu'à l'époque de Descartes, il n'y avait pas encore de chaire de chimie minérale, de chimie au Collège de France. Elles ne sont venues qu'un siècle après. Donc je pense quand même que les siècles de les chimistes qui ont travaillé ont dû, j'espère, modifier un peu votre opinion. Et je vous remercie de votre attention.